Est-ce que vous saviez qu'Omerta a une application où vous pouvez retrouver tous nos documentaires exclusifs? Le lien est dans la description. La Yougoslavie se désagrège et on voit surgir, comme les champignons après la pluie, là, tous les groupes sur lesquels tu travailles qui alors militent pour qu'on s'engage, qu'on intervienne. Donc ils font le mécanisme opinion qui est scotché devant sa télé, qui voit des images atroces, donc il veut faire quelque chose. Donc il faut apaiser la souffrance des téléspectateurs en réalité. Et donc on canalise ça, et il y a une sorte de focalisation au laser sur le décideur qui ne peut pas ne pas y aller. Donc c'est ça le mécanisme qui s'est appliqué. Il faut y aller. Et Mitterrand disait, mais moi je ne veux pas engager la France. La France seule, ce n'est pas un problème franco-serbe ni franco-yougoslave. Donc là on l'a vu de façon aiguisée, sauf qu'il y avait des groupes pour la Croatie et des groupes pour la Bosnie. Ce n'étaient pas tout à fait les mêmes, et des gens comme Julia Finkelkraut, BHL, Kouchner n'avaient pas tout à fait les mêmes positions. Mais là c'était en effet très 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 fort. Et le fait que Mitterrand résiste en disant je ne vais pas ajouter la guerre à la guerre, si l'ensemble des pays de l'Occident et l'ensemble des pays voisins voulaient intervenir, on pourrait discuter. Mais je ne vais pas engager la France. Donc il y a un choc entre le fameux complexe, là, qui est d'ailleurs à l'époque plus intellectuel que militaire. Hein. Ah bah, il n'a jamais été militaire. Il n'est pas militaire. Et d'ailleurs, les gens en question qui jouent le rôle des prêtres d'autrefois, autrefois, ils n'auraient pas été dans des ordres contemplatifs. Hein. Ils auraient été chez les dominicains, ils auraient été chez les templiers. Donc c'est des ordres conquérants, en fait. Donc ils veulent qu'on y aille, on étant le décideur du moment. Alors ça s'illustre dans des personnalités qui ont accès au président, qui essaient de lui forcer la main, et qui doit apprécier l'inconvénient à y aller, et qu'est-ce qu'on fait après, et ne pas y aller. Mais ça, c'est typique des démocraties modernes qui sont devenues des régimes d'opinion. Oui, mais il reste en arrière-fond le fait qu'effectivement, le paradigme structurant qui était quand même le monde en binaire perd son partenaire principal, comme tu sais, le conseiller d'Arbatov. C'était en tout cas dissuasif. Pardon ? C'était en tout cas dissuasif. Oui, ça l'était, oui, absolument. Mais si tu veux, Arbatov, quand il dit effectivement au sommet d'Helsinki, je vais vous rendre le pire des services, je vais vous priver d'ennemis. Moi, j'étais à ce moment-là à la délégation des affaires stratégiques qui commençait à naître, si tu veux, au ministère de la Défense. On sentait bien qu'on était cerné par des gens qui voulaient dire on va vous expliquer comment ça va se passer. Rappelle-toi les ouvrages américains, que ce soit le clash des civilisations, que ce soit la fin de l'histoire, etc. C'est comment maintenir la suprématie enfin reconnue des Américains. Bon. Huntington avait moins tort que Fukuyama, hélas. C'est vrai, mais Huntington, il avait quand même ce postulat qui considérait que les entités menaçantes étaient asiatiques et musulmanes, et c'est quand même nous qui avons fait une trentaine d'interventions militaires, si tu veux. Donc, oui, ça ne veut pas dire qu'il est tort. Ça ne veut pas dire que qu'il est tort. Non, mais il reste, si vous voulez... On parle en octobre 2023. Oui. Oui, mais d'ailleurs, Huntington n'était pas du tout favorable à ça. C'était une alerte. Parce que quand Fukuyama disait « les problèmes sont réglés, on a gagné, nos valeurs s'imposent à tout le monde. C'est des récalcitrants imbéciles, on va les sermonner, les sanctionner, c'est pas grave. » Et l'autre lui dit « détrompez-vous, nous risquons. » D'ailleurs, un jour, Chirac m'accueille, on se voyait tout le temps, il me dit « moi, je condamne la théorie du clash. » Et moi, je dis « je pense qu'il vaut mieux combattre le risque. » Parce que dans chaque entité, il y a des minorités, soit par imbécilité, soit par calcul, qui jouent le clash. D'ailleurs, le même Chirac me dit « mais vous ne pouvez pas dire qu'il y a un clash de culture, c'est de l'inculture. » Je dis précisément. Il y a un risque de clash d'inculture et c'est beaucoup plus grave. C'est majoritaire quand même. Donc il y a eu un échange là-dessus. Oui, mais si tu veux, ce qui me frappe par exemple sur Huntington, quelle que soit l'opinion qu'on ait de son analyse, il est traduit en 35 langues. Ça veut dire que tout à coup, tu as un nouveau concept qui structure tous les débats stratégiques. Bon, ensuite, que la réalité, si tu veux, avec les variables que tu dis, c'est-à-dire des minorités dans des entités fédérales, etc., complexifie beaucoup le problème. Ce qui m'impressionne beaucoup, c'est que cette décennie 90 est la décennie dans laquelle tout le monde va se demander qu'est-ce que pensent les Américains. Bon. Enfin, tout le monde, en tout cas, dans les cercles stratégiques. Deuxième caractéristique, c'est celle que tu évoques, c'est-à-dire tous les intellectuels que tu as cités sont tous des gens qui vont se prononcer sur la Yougoslavie, sur la Bosnie, sur Sarajevo, sur les Serbes, etc., etc. Cela commence tout de suite à prendre un rôle. Déjà. Bon. Si on glisse sur d'autres crises, par exemple, la Somalie. La Somalie, tu te souviens, le scandale
des chefs de guerre attaquent les convois humanitaires, on ne peut pas laisser faire, etc., etc. Moi, j'en parle avec Broman à l'époque. Il me dit, j'ai appelé mes équipes sur place. Ils me disent que les types qui attaquent les convois ne sont pas des voleurs. Ils ne revendent pas, ils distribuent dans leur clan parce qu'ils estiment qu'ils sont mal servis. Pendant qu'il est en train de faire son bâton de pèlerin à Rome, à Bruxelles ou à New York, si tu veux, Kouchner, ancien humanitaire, participe à l'intervention militaire. C'est-à-dire qu'il invente le concept d'ingérence humanitaire. Ça, c'est un concept. Oui, c'est Bettati qui l'avait inventé. Enfin. Pardon ? C'est Mario Bettati qui l'avait formulé. Oui, mais lui, il est décideur, si tu veux, à ce moment-là. Oui. Donc, ça, c'est quand même un concept, si tu veux, qui est un pur produit du système militaro-intellectuel. Mais, alors d'abord, un point sur le commentaire d'avant. Pendant une décennie, le monde a été fukuyamesque. Parce que l'idée de la fin de l'histoire, on a gagné. Ouais. Il y a d'ailleurs de la part des États-Unis pas du tout de cynisme. Il y a une sorte d'arrogance olympienne. On a gagné. Tous ces petits vont nous dire qu'il y a des problèmes encore en Ukraine ou en Afrique. Franchement, on s'en fiche complètement, on est au-dessus. Donc il y a une désinvolture stratégique qui a produit des bombes à retardement. On le voit longtemps après. Il a fallu 11 septembre et plein d'autres événements pour que beaucoup de gens se disent en fait, malheureusement, Huntington a peut-être raison. Pas entièrement, mais il a peut-être raison un peu. Mais le monde de l'OMC, c'est le monde de Fukuyama. Le monde de l'économie globalisée. Et il y a plein de gens en France et en Europe et à la Commission qui ont pensé comme ça. Les délocalisations massives, en disant les gens s'en foutent que ça soit fabriqué en Chine ou ailleurs dès lors que c'est moins cher, la machine à laver est moins chère, donc on délocalise. Ça, c'est vraiment la vision OMC, pendant longtemps. Alors, dans les milieux stratégiques qui résonnent autrement, les gens se disent non, il y a des conflits, il y a des choses mal réglés, mais c'est deux mondes différents. Il a fallu attendre 10 ou 20 ans pour que les choses se rejoignent. Mais alors après, en effet, sur la Yougoslavie, c'est là où on a vu le plus clairement, le plus visiblement, avec le plus de véhémence, des intellectuels connus s'engager pour une cause ou pour une autre, en essayant d'obtenir l'intervention. C'est vraiment on est au cœur de ton sujet, là, avec la Yougoslavie. Oui, absolument. Peut-être longtemps après que la Libye. Mais par exemple, la France va participer à la mission onusienne avec les casques bleus anglais pour essayer de sécuriser Sarajevo. C'est quand même le seul endroit, le premier acte dans lequel on voit apparaître des militaires. Comment s'est prise cette décision ? C'est-à-dire, qu'est-ce qui a fait que Mitterrand, qui était quand même, semble-t-il, je n'étais pas dans le cercle, mais semble-t-il voulait maintenir ce qui était cette fédération créée par Tito, se retrouve de fait obligé de... Mitterrand, à l'époque, savait très bien qu'il ne pouvait pas maintenir. Lui, Mitterrand, il ne peut pas réinventer qu'il y avait Tito. Mais il avait la nostalgie de la fédération. C'était quand même moins pire comme système. Parce que la décomposition de la Yougoslavie va créer, pas de problème en Slovénie, c'est un pays ethniquement homogène, etc. Mais partout où il y a des minorités, ça va être effrayant. Donc il y avait une nostalgie chez lui, que les critiques de mauvaise foi prenaient pour de l'amitié pour les Serbes de Milosevic. Bon, alors que je le redis, la compassion pour les Serbes pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc il ne croit pas qu'il peut maintenir, mais il se dit, on ne va pas s'engager, c'est pas possible, il n'y a aucun autre, la France seule s'engage. Il sait très bien que Georges Bush père ne veut pas y aller et que les autres en Europe ne veulent pas y aller. Donc il n'y a aucune raison que la France s'aligne sur le café de Flore à l'époque. C'est complètement absurde. En revanche, il dit qu'il faut quand même faire quelque chose. Et c'est là où on tombe sur le siège de Sarajevo par les Serbes de Bosnie. Donc Mitterrand cherche quelque chose qu'il puisse faire, qui soit spectaculaire au bon sens du terme. Parce que ce n'est pas un homme de com, Mitterrand. C'est un homme du monde d'avant quand même. Enfin, c'est le top. Il y a le général de Gaulle, mais après, il y a le top du monde d'avant. C'est ça, mais il s'est dit quelque chose qui a beaucoup de force et qui dissuade. Et donc, il arrivera à ce qu'on a fait à Sarajevo, soit en donnant un accord pour qu'il y ait des forces, en effet, d'interposition, soit son voyage. Mais il n'a jamais voulu aller au-delà, en tout cas, jamais seul. Ouais. Et justement... l'acte de naissance de ce complexe militaro-intellectuel, c'est la Yougoslavie. Proximité géographique, complexité du sujet, héritage de la post-communiste, etc., etc. Il y a un autre épisode que moi je trouve extrêmement intéressant aussi, qui est la guerre du Koweït. Parce que la guerre du Koweït, c'est la première crise post-guerre froide. Donc là, les Russes s'abstiennent. On va envoyer
des armées de différents pays occidentaux qui vont participer à la libération de cette grande démocratie qui est le Koweït, de cet ancien dictateur progressiste qui était Saddam Hussein, devenu un horrible C'est dictateur. pas présenté comme un combat démocratique. Hein. Non, je suis d'accord avec toi, mais moi je le vois a posteriori comme ça. C'est-à-dire, Saddam Hussein, quand il combattait l'Iran, c'était le moderniste du monde arabe. Quand il a envahi le Koweït parce qu'il ne veut pas rembourser, ouais, on se retrouve effectivement face à un cas de figure qu'on n'avait jamais connu. Ce cas de figure. Alors je vais revenir sur le Golfe. Ouais. Mais un mot avant. Dans ce que j'ai eu à vivre, moi, j'aime bien la formule CMI parce que ça fait réfléchir. Ouais. Il serait temps que les gens se posent la question. Mais moi, j'ai jamais vu les militaires comme étant excités. Hein. Ah ben non. Non, attention, le terme important, c'est intellectuel, c'est pas militaire. Donc c'est l'intellectuel qui veulent engager malgré eux les militaires. Ça ne vient pas des militaires. Alors que quand Eisenhower parlait du complexe militaro-industriel, il y avait vraiment les deux. Hein. Non, mais justement, ce qui caractérise le complexe militaro-intellectuel, c'est qu'ils ne vont pas faire la guerre. Ce n'est ni Hemingway, ni Régis Debray. Ce ne sont pas des gens qui vont... Alors, c'est peut-être un intellectuel militarisé. Peut-être, mais enfin bon, si tu veux, le pendant par rapport au complexe militaro-industriel, c'était pour marquer ce changement d'époque. Je comprends. Alors, le Golfe. Donc, on est toujours dedans. Le Golfe. Mitterrand, instruit par les années 30, la guerre et le reste, était très très réactif sur les changements de frontières par la force. Ouais. Il a été comme ça au Malouine, pas du tout par amitié pour Thatcher, mais il pensait que c'était un précédent très dangereux. Ouais. Il était comme ça au Tchad. Quand il est arrivé, Kadhafi contrôlait le nord du Tchad. Il était comme ça au Rwanda, on l'a oublié, mais tentative de reprendre le pouvoir par la force par Kagame en 90. Donc avant qu'il y ait des risques de génocide, c'est trop dangereux, il faut bloquer pour imposer, en tout cas rendre possible un compromis. Donc il y a des points communs, en fait, dans les positions de Mitterrand, indépendants du contexte géographique. Et par rapport au Koweït, c'est simple pour Mitterrand, on ne peut pas accepter qu'un pays de l'ONU en fasse disparaître un autre. Arabe ou pas, c'est secondaire. Donc dès le début, George Bush n'a pas besoin de le convaincre. Il n'y a pas de pression. Mitterrand dit c'est pas possible. Donc c'est simple, il s'en va ou on va le sortir. C'est la position de Mitterrand dès le début. Et Gorbatchev, il a autre chose à faire à l'époque que d'aller défendre un régime de Saddam Hussein indéfendable, de son point de vue. Donc il y a un accord au Conseil de sécurité. Et d'ailleurs, dans la coalition d'une vingtaine de pays, il y aura 6 ou 7 pays arabes. Pays arabes. Ce n'est pas une coalition occidentale. Donc ce n'est pas une caricature de l'impérialisme. De l'ingérence ou de l'impérialisme. Et pendant la période de plusieurs mois, entre je crois le mois d'août et le mois de janvier, Mitterrand sans arrêt va envoyer des émissaires auprès de Saddam Hussein, mais quittez le Koweït, sinon l'intervention aura lieu. Mais il n'y croit pas, parce que Saddam Hussein n'a pas plus compris le monde de son époque que Milosevic. Il n'a rien compris. Ouais. Et donc Saddam Hussein dit je m'en fiche, ils n'oseront jamais. Et donc ça monte en puissance, et la France est dedans, mais comme plein d'autres pays arabes, dans la coalition. Et finalement, ça a lieu parce que Saddam Hussein est trop imbécile. C'est d'ailleurs la guerre, on se rend compte qu'on a du mal, nous Français, qu'on pérore sur notre armée. Je distingue la dissuasion et l'armée. Hein. On a du mal à rassembler 15 000 hommes. 15 000 hommes combattants à l'époque. Donc pour moi, c'est dans les interventions, si on faisait la liste des 30 dernières années, c'est celle qui est non critiquable. En réalité, là, pour cette décision-là d'aller à Sarajevo, c'est une décision qu'il a prise lui-même avec, effectivement, quelques personnes comme Kouchner ou BHL. Bon. Il connaissait bien BHL, il avait à la fois pour lui beaucoup d'admiration et beaucoup d'irritation. Bon. Oui, c'est pareil pour Kouchner. Il avait de l'amitié pour Kouchner et du respect pour son courage. Mais en même temps, il s'en méfiait. Bon. C'était compliqué de toute manière. Avec François Mitterrand, il n'y avait rien de très simple. Ouais. Jamais. On va donc s'engager avec les casques bleus britanniques à la défense, à la protection, à éviter que le siège de Sarajevo ne débouche sur la chute de la ville. Oui. La suite du processus, comment est-ce que vous l'avez vécu, vous? Parce qu'au fur et à mesure, des soldats français vont être tués. Oui. Ils vont être, Je me souviens plus quel était le chiffre, je crois qu'on était près de
de la cinquantaine de soldats qui, finalement, d'une manière ou d'une autre, vont être tués en Yougoslavie. Vous vous trouvez, vous, à ce moment-là, en fait, en charge de tous ces morts-là, parce que c'est vous qui... Vous étiez à l'état-major particulier en ce moment-là. Oui, j'étais à l'état-major particulier. Alors, c'était pas directement... Non, pour être honnête, c'était pas directement ma responsabilité, parce que moi, j'étais branché sur l'Afrique. Ah oui. Donc, c'était un de mes camarades qui était plus directement branché sur ce dossier-là. Il n'empêche qu'évidemment, on était tous concernés et on vivait quand même très intensément tout ça. Ces drames. Bon. Vous étiez sur l'Afrique au moment du Rwanda ou pas? Oui. Oui. Hélas, oui. Parce que moi, j'étais à l'époque à la délégation aux affaires stratégiques et j'ai écrit en 93 ou 94, je ne sais plus, un papier d'interrogation sur notre politique au Rwanda. Avant le génocide. Hein. Je me fais engueuler par le cabinet militaire qui me dit quand on ne connaît pas un sujet, on n'écrit pas dessus. Bon, en fait, malheureusement, on s'est trouvé piégé dans quelque chose dont pourtant les indicateurs d'alerte auraient dû effectivement remonter. Hein, cette presse raciste, anti-Tutsi qui existait. Bon. Mais ce qui est intéressant, c'est que aujourd'hui encore, alors qu'en fait on va se retirer, aujourd'hui encore, on porte une responsabilité sur le génocide rwandais. Alors est-ce que c'est un débat franco-français? Comment vous le voyez, cette espèce de rémanence de ce débat sur le Rwanda? Alors je crois qu'il y a d'abord une première raison, c'est que la France s'est mis à dos beaucoup de ses partenaires dans cette affaire. De partenaires africains? La Belgique, par exemple. Oui, d'accord. Les Belges nous en ont voulu à mort d'être, comment dirais-je, substitués à eux, si je puis dire, parce que c'était leur ancienne colonie. Et donc, ils n'ont eu de cesse que de dénoncer partout les erreurs des Français, les fautes des Français, les crimes des Français, etc. Bon, en particulier, évidemment, certains journalistes comme Colette Brackman, mais pas seulement elle. Il y a eu une espèce de vindicte belge qui nous a poursuivis. Et puis, il y a les Américains, parce que les Américains ont refusé de reconnaître le génocide quand il a eu lieu, en fait. Et donc, n'ont pas voulu d'une action internationale qui mette fin à cette horreur et qui préserve l'avenir du Rwanda. Bon. Donc les Américains nous ont fait défaut, si je puis dire, parce qu'on comptait sur eux pour avancer à ce moment-là. Et donc, ils nous en ont voulu et ils nous ont condamnés. Bon, voilà. C'était plus simple de dire que c'était les Français qui étaient responsables. Ils avaient très mal vécu l'épisode de la Somalie, quand même. J'ai mal vécu l'épisode de la Somalie, oui, bien sûr. Puisque finalement, quand l'hélicoptère est abattu et qu'ils perdent une vingtaine de GIs, grosso modo, ils disent les Africains, on casse se débrouiller tout seul. Rien ne vaut la vie d'un soldat américain, quoi. Oui, ça c'est vrai. Ça, c'est vrai. Et donc, ils vont nous lâcher sur Turquoise, justement. Ils ne vont pas vouloir venir. Bien sûr. Mais bon, au-delà de tout ce qu'on a pu essayer de faire, moi, s'il y a deux choses qui me frappent. Le Rwanda reste un débat franco-français alors qu'il n'est pas un débat africain. Bon, vous connaissez les positions du CRAN qui considère que la France, pays colonial, etc., etc. Mais il n'y a pas de débat intra-africain, c'est-à-dire sur des massacres interethniques. Comme si le colonisateur était responsable de tout. Oui, bien sûr. Ça, c'est un premier problème. Oui, mais ça, c'est très général. Hein. Ça ne concerne pas seulement le Rwanda, je veux dire. C'est d'une manière globale, on le sait pour tout. Par exemple, quand on parle d'esclavage en Afrique, on pense exclusivement à l'esclavage organisé par les Occidentaux, mais jamais l'esclavage organisé par les Arabes, et jamais non plus, comment dirais-je, les compromissions dans les réseaux d'esclavage, justement, des uns ou des autres. Oui, puisque effectivement, il y avait 3 formes d'esclavage. Vous connaissez le bouquin de cet historien qui s'appelle Petré Grenouillot, qui avait comparé les 3 formes d'esclavage. Le commerce triangulaire, le commerce intra-africain et le commerce sur la côte Est. Or, les deux seconds ont duré plus un siècle de plus que le commerce triangulaire. Mais on voit bien qu'aujourd'hui, tout ce débat qu'on vit ici, ça reste le problème de la responsabilité de l'homme blanc. Oui, bien sûr. Hein, bon. Bien sûr. Le commerce sur la côte Est aboutissait quand même à faire des eunuques pour les harems, ce qui n'est pas une manière de traiter les droits de l'homme, quoi, surtout de l'homme en particulier. Donc, cette espèce de rémanence
du débat centré sur la responsabilité de l'homme blanc, avec responsabilité coloniale, hein, on ne revient pas là-dessus. Mais c'est surtout sur cette difficulté à ressortir de ce débat qui est maintenant clos pour établir les véritables difficultés, si vous voulez, d'un certain nombre de pays. Ouais. Donc, vous qui vous occupiez de l'Afrique, est-ce que vous avez le sentiment qu'on va vers des partitions encore sur le cas de l'Afrique, les États étant pour beaucoup des découpages postcoloniaux? Je me souviens qu'une fois, le cabinet nous avait posé comme question comment résoudre la crise tchadienne. Et on avait transformé la question en disant pourquoi depuis 30 ans nous ne cessons de résoudre la crise tchadienne. Ce qui était effectivement ce constat que vous connaissez sur les découpages qu'on a laissés derrière soi. Mais quelle est votre vision de l'Afrique, vous, avec l'expérience de l'intérieur? Ma vision actuelle de l'Afrique? Disons que la situation a été beaucoup plus préoccupante qu'elle ne l'est aujourd'hui. Voilà. Moi, je trouve que les tensions sont souvent moins graves qu'elles ne l'ont été. Je suis relativement plus optimiste qu'il y a 20 ans. Ah oui? Ouais. Bon, je me trompe peut-être complètement, hein, mais il me semble que petit à petit, on arrive à une stabilisation des États tels qu'ils sont, c'est-à-dire effectivement découpés arbitrairement. Mais malgré tout, en tout cas dans la sphère francophone, il y a une certaine stabilisation, je crois, qui a été réalisée, c'est vrai. Oui, mais vous voyez, pour le cas de l'Afrique, la crise la plus grave aujourd'hui, c'est celle du Congo. Donc, il n'arrive pas à trouver son point d'équilibre. Enfin, le pays est est l'objet de partition. On a des interventions venant de Kigali, etc. Bon. Mais l'Afrique n'a pas de grand avocat. Vous voyez ce que je veux dire? Aujourd'hui, le rôle du complexe militaro-intellectuel, c'est de dire la crise importante, c'est celle-là. D'ailleurs, j'en viens, je connais les gentils, je connais les méchants, on ne peut pas ne pas. Vous connaissez l'argumentaire. Alors moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, tout le monde se fiche des crises africaines. Ah oui, complètement. Alors là, mais ça, si vous voulez, moi, ça, c'est quelque chose qui me trouble, qui me gêne, qui me dérange depuis très longtemps. Je crois qu'il y a une espèce de racisme global à l'échelon international, qui ne gêne même pas, je veux dire. Ce qui se passe en Afrique, c'est complètement marginal, secondaire. Qu'il y ait des milliers d'Africains qui meurent dans l'Afrique centrale chaque année, ça ne gêne pas. Ça ne gêne pas. Et comment vous expliquez ça? Comment est-ce qu'on l'explique? Comment vous l'expliquez? Oui. On a une histoire africaine. Ouais. Mais il n'y a pas il n'y a plus d'accroche sentimentale avec l'Afrique, c'est très étonnant, je veux dire. Que les Américains eux-mêmes, on connaît le Black Caucus quand même aux États-Unis, ils sont porte-parole d'une espèce d'identité noire. Oui. Oui, ils sont porte-parole, effectivement. Mais enfin, ils se sont quand même très éloignés de l'Afrique, hein, malgré tout, depuis longtemps. Nous, on avait des relations très étroites, très affectives, et elles sont en train de se gâcher, comme vous le savez. Il y a un ressentiment anti-français qui est de plus en plus marqué dans l'ensemble de l'Afrique francophone. Et les aventures du Sahel qu'on a eues, là, ont plutôt consacré ces nouvel état de fait que l'inverse. Voilà. Et comment vous expliquez ça, alors? Parce que l'intervention au Mali était une intervention d'urgence. Oui, bien sûr. Et tout à fait légitime, à mon sens. Totalement légitime. L'opération Serval, oui. Totalement légitime. Comment j'explique D'abord, ça s'explique, je crois, par notre naïveté dans ce qui se développe aujourd'hui partout, qui est la guerre informationnelle, que nous avons complètement perdue contre Wagner, contre les Russes, les Chinois, et contre, d'une manière générale, tout ce qui est anti-français, là-bas.